Pratique de l'acceptation de soi. Voici 5 grandes pistes à travailler régulièrement. 1. Rester conscient. Souvent, nous ne nous rendons même pas compte de nos réticences à l'acceptation de soi. Nos réflexes de crispation ou de dissimulation nous paraissent normaux et nous finissons même par ne plus y prêter attention. La première étape, douloureuse, consiste à en prendre conscience. Chaque fois que nous nous agaçons face à un contretemps, chaque fois que nous nous justifions face à une remarque, chaque fois que nous nous énervons face à un échec. Prenons conscience de ce qui se passe en nous. En général, nous sommes en train de nous dire non. 2. Dire oui. S'entraîner à dire simplement oui dans sa tête. À reconnaître que les choses ne se passent pas comme je le souhaite et l'accepter. Se dire oui, c'est comme ça, même si ça m'ennuie. La première et la meilleure chose à faire, c'est d'abord d'accepter que cela soit comme ça. Ne pas tenter, pas tout de suite en tout cas, d'éviter, de nier, de minimiser, de se justifier. Les philosophes stoïciens de l'Antiquité, comme Marc Aurèle, s'encourageaient eux-mêmes à cultiver une certaine distance à l'égard de leurs états d'âme. Si une idée te gêne, reconnais-la et examine cette idée. 3. Demeurer dans la situation présente. Ne pas partir dans des ruminations d'injustice ou de préjudice. Ne pas se noyer en soi-même. Ne pas exagérer, ne pas dramatiser. Revenir dans le contexte de la situation et se dégager de ses peurs. En général, derrière le refus de ses limites et de ses échecs, il y a la peur, bien sûr. Peur de la médiocrité, à ses yeux, et de l'étiquette de la médiocrité, aux yeux des autres. Le but de l'acceptation de soi est de nous permettre de retourner vers la réalité de la situation, de continuer à agir et à échanger. On peut, pour s'aider, utiliser de petites phrases de protection. Prends soin de toi, pas de double peine, accepte et agis, etc. Chacun de nous utilise de telles phrases, parce qu'il les trouve belles, parce qu'elles lui ont été transmises par quelqu'un en qui il a confiance, parce qu'elles l'ont aidé à un moment important. 4. Travailler à accepter l'idée du pire, ce qui n'est ni le souhaiter, ni s'y résigner. Et même si nécessaire, aller au bout du bout, dérouler le scénario complet de ses peurs, échec total, rejet complet. Comme dans les troubles anxieux sévères, l'intérêt des exercices de contemplation du pire qui puisse nous arriver est grand. De quoi ai-je peur? Quel est le risque? Et au pire? Un peu comme lorsque les anciens recommandaient de contempler des images de mort pour devenir plus fort non pas face à la mort, dérisoire et incontrôlable, mais face à la peur de la mort. Là, même chose avec la peur du rejet et de la dégradation sociale. Ne plus trembler face à ces virtualités. Pour nous aider dans de tels exercices, la méditation est un bon outil. Elle a aussi l'avantage d'aider à la régulation émotionnelle et à la prise de recul par rapport aux pensées toxiques. C'est la technique de méditation dite pleine conscience qui a été l'objet du plus grand nombre de travaux en matière de psychothérapie. Elle représente sans doute un des meilleurs outils pour que l'acceptation de soi devienne une sorte d'automatisme mental. 5. Accepter aussi le passé. Nous avons vu qu'il fallait éviter de se noyer dans cette glu du passé à laquelle nos souffrances tendent à nous faire revenir par le biais des regrets ou des rancunes. Si notre passé s'impose ainsi à nous au travers des événements du présent, si les émotions d'autrefois reviennent comme des fantômes insistants, c'est que nous ne l'avons pas accepté. Lorsqu'on dit qu'on a fait la paix avec son passé, cela ne signifie pas qu'on a réussi à oublier. On sait aujourd'hui que notre cerveau n'oublie rien. Il garde tout en mémoire. Alors autant nettoyer les souvenirs douloureux de leur charge émotionnelle, en travaillant sur eux de la même manière que sur nos peurs, dont nous venons de parler. Les observer
et noter leur impact sur nous de façon durable jusqu'à l'extinction du trop-plein d'émotions désagréables. Si un de nos parents nous a violentés, ou les deux, il est nécessaire de pouvoir se repasser le film, comme disent les patients, sans trembler, ni pleurer, ni être parcouru de colère. Plus les douleurs du passé seront dures, plus ce travail aura intérêt à être conduit avec l'aide d'un thérapeute. Il existe à l'origine d'un certain nombre de problèmes d'estime de soi de graves événements, comme des incestes, des violences physiques ou sexuelles. Dans ces cas-là, il est préférable de suivre une psychothérapie. Le pardon, dont nous reparlerons, et qui est la plus grande des clés pour se libérer du passé, repose essentiellement sur l'acceptation de ce qui a été. Renoncer à juger ou à détester, accepter et recommencer à vivre. L'acceptation de soi, ça marche. L'efficacité de ces techniques d'acceptation de soi commence à être démontrée dans différents travaux. Face à des pensées intrusives liées par exemple à un échec, on a pu montrer que la répression induit du stress, alors que l'acceptation facilite un meilleur confort émotionnel. En général, ce n'est pas le nombre des pensées intrusives qui est diminué par la technique d'acceptation, mais simplement leur impact émotionnel. C'est à l'interface entre pensée, j'ai échoué, et conséquence de la pensée, ce n'est pas normal, je suis nul, que le processus intervient. La consigne est donc de reconnaître tout de suite l'échec, au lieu de tenter de le minimiser, de le nier ou de penser à autre chose, ou l'impression d'échec, pour éviter que cela ne déclenche un train de rumination négative sur soi, la vie, l'injustice, la malchance, etc. Au cours d'un travail de recherche sur ces façons de digérer les difficultés, on proposait à des volontaires de penser à un échec soit de manière dite expérientielle, c'est-à-dire avec la consigne « prêtez juste attention à ce qui s'est passé en vous au moment de l'échec, instant par instant, émotion, pensée, réaction », soit de manière évaluative. Réfléchissez aux causes, aux significations, aux conséquences de cet échec. Et d'observer ensuite l'impact de ces consignes. La rumination évaluative, faire tourner dans son esprit des pensées du type « pourquoi » et « maintenant », etc., produisait bien plus de détresse et de souffrance émotionnelle que la rumination expérientielle, laisser venir à sa conscience des fragments de souvenirs de la situation. L'étude montrait aussi que la différence était encore plus nette chez les volontaires qui s'étaient décrits comme ruminateurs, c'est-à-dire ressassant facilement des difficultés de vie. C'est chez eux que ces exercices d'acceptation seront les plus utiles et les plus efficaces. L'acceptation de soi est également utilisée dans le traitement des douleurs physiques chroniques, dans lesquelles on sait que la révolte, compréhensible, contre la souffrance aggrave cette dernière. En fait, toutes les douleurs peuvent en bénéficier, car l'acceptation est un outil précisément adapté non pas pour supprimer la souffrance, mais pour en limiter l'extension à toute la personne. Il en va de même pour l'estime de soi. Le meilleur moyen d'éviter qu'une petite blessure de notre amour-propre ne devienne un désamour global, un rejet de sa personne, et n'entraîne une affliction de l'estime de soi, le plus simple est clairement de l'accepter pour ce qu'elle est. Une blessure d'amour-propre, fondée ou non sur un élément réel. Comment accepter de vrais problèmes? Les douleurs, physiques ou morales, que régule la méditation sont de vraies douleurs. La méditation ne les supprime pas, elle limite seulement leur emprise sur la personne qui souffre. Mais l'acceptation doit aussi concerner les sources des douleurs de l'estime de soi malade, qui sont elles aussi bien réelles. Par exemple, ne pas correspondre à la norme sociale, ne pas avoir de travail alors qu'on est adulte, ne pas avoir de compagnon alors qu'on a 40 ans, ne pas avoir d'enfant alors qu'on est une femme. Ainsi, avoir des complexes par rapport à son métier est une chose. Se dévaloriser parce qu'on n'est que facteur ou plombier dans une assemblée d'ingénieurs, que généraliste dans une assemblée de chirurgiens, etc.,
peut se comprendre, mais doit aussi se combattre. Il n'y a pas de sot métier, dit-on. Toutefois, chez les personnes en grand échec professionnel, la honte de soi et de ses limites prend des formes plus graves encore. Elles ont honte de se trouver sans statut. Alors elles redoutent les sorties ou les contacts sociaux, car le réflexe est de demander « Et vous, que faites-vous dans la vie ?» Répondre « Rien » est effectivement douloureux. Mais que faire d'autre qui soit satisfaisant? Changer de sujet? Soit la diversion ne marche pas, et la manœuvre peut créer un malaise chez l'interlocuteur, soit elle marche, et la question sera alors naïvement reposée un peu plus tard. Mentir ou embrouiller les pistes? Ce sera pire si la personne prend le flou de nos réponses pour de la modestie et se met à insister. Ou si elle parle de nous à quelqu'un d'autre, bien au courant. La non-acceptation est alors auto-aggravante. Mais la tentation est si grande que la plupart y sombrent. Guère d'autres solutions à long terme que d'accepter. Accepter de dire qu'effectivement je n'ai pas de travail en ce moment, ou pas d'amis, ou pas de conjoint. Accepter que l'autre ait le droit de me poser cette question, anodine pour lui et douloureuse pour moi. Je me souviens de Yann, une patiente mère de famille, excellente au demeurant dans ce rôle social, dont le mari était architecte. Elle souffrait beaucoup de ne pas travailler elle-même. Elle avait été invalidée pendant de longues années par une agoraphobie très sévère que nous avions finalement fini par guérir, mais qui, entre 20 et 40 ans, l'avait empêchée de suivre des études ou de se construire une carrière en rapport avec ses possibilités. Cette maladie avait aussi sapé son estime d'elle-même. Malgré un contact facile, vivant et intelligent, elle se posait en permanence des questions lancinantes sur sa valeur et le jugement des autres sur elle. Tout le monde me prend pour une bourgeoise friquée, paresseuse et stupide. Lorsqu'on lui posait la question « Que faites-vous dans la vie ?» elle éludait. Si on lui tendait la perche « Vous travaillez avec votre mari ?» elle s'en emparait en approuvant, se sentait soulagée, puis changeait habilement de sujet, redoutant que des questions trop précises ne révèlent son subterfuge. Elle finissait par en vouloir aux gens de leur manque d'imagination. Pourquoi pose-t-on toujours cette question idiote dès le début des rencontres, comme si nous ne nous résumions qu'à notre métier? Exact. Mais il n'est pas si simple d'amorcer une conversation. Parler du métier est une solution de facilité. Hélas, très pesante aux chômeurs et aux personnes qui souffrent de ne pas avoir de profession. Comment avons-nous procédé avec Yann? Tout d'abord, sur l'évidence de devoir masquer qu'elle ne travaillait pas, ce qui ne fut pas facile. Vous savez, m'assurait-elle, ce n'est pas qu'une pensée, il y a des gens qui vous jugent sur cela. Si vous ne travaillez pas, vous êtes à leurs yeux un incapable, un velléitaire ou un parasite. Cela peut arriver, effectivement, mais pas avec tous les interlocuteurs et pas toujours. Une fois encore, l'acceptation de soi et la révélation de soi qui en découle ne doit pas être comprise comme une obligation rigide. C'est simplement une option qui nous fera progresser et donc qu'il faut s'efforcer de saisir chaque fois que possible. Le but, c'est de s'y prendre de manière flexible. Au début, Yann n'était pas vraiment dans la flexibilité. Elle ne révélait jamais spontanément qu'elle ne travaillait pas plus que d'autres défauts qu'elle pensait avoir. Mais lorsque je lui en parlais, elle avait l'impression que cela signifiait qu'elle devrait toujours le révéler. Pour nous rapprocher davantage de la multiplicité des situations possibles, nous avons établi avec elle une liste assez longue de toutes les personnes avec qui elle pourrait se trouver amenée à parler, de toutes les circonstances et de tous les moments où cela pouvait avoir lieu. Ensuite, en fonction de ces différents contextes, nous avons préparé Yann à la manière d'en parler, ni dévalorisante ni gémissante, au travers de jeux de rôle où nous mettions au point des façons possibles de parler de soi. Ce que je fais dans la vie, justement, c'est mon problème. Je galère drôlement en ce moment pour trouver un travail. Ce n'est pas un sujet facile pour moi. Mais je me force à en parler pour plein de raisons. D'abord parce que c'est comme ça et que je n'ai pas à mentir à ce sujet. Au pire, il vaut mieux dire qu'on n'a pas envie d'en parler. Ensuite, parce que je me dis qu'en racontant ce qui m'arrive, cela peut permettre aux autres de m'aider ou de me donner éventuellement des conseils ou des tuyaux pour trouver du boulot. Enfin et surtout parce que
si je le cache, ça augmente ma honte et que ça n'en finira jamais. Aujourd'hui, Yann ne s'agace plus contre les poseurs de questions indiscrètes. D'ailleurs, elle a finalement retrouvé un travail. Des risques à l'acceptation de soi? Si l'acceptation de soi nous est si difficile, c'est que de nombreuses craintes lui sont liées dans notre esprit. Parmi celles-ci, la crainte de devenir complaisant envers soi-même, mou et résigné. Ce n'est pas m'accepter qui me pose un problème, mais m'accepter médiocre, me disait un jour un patient. Pourtant le problème est bien là. Il nous arrive à tous d'être médiocres à certains moments de notre vie. Se comporter parfois médiocrement ne fait pas pour autant de nous des individus médiocres. Mais savoir le reconnaître fait de nous des personnes lucides. Être capable de reconnaître sa médiocrité à certains moments sans s'en satisfaire, c'est déjà l'être moins médiocre. Il arrive à chacun de nous de ne pas agir selon ses idéaux et ses souhaits. Lisez les biographies des grands humains que vous admirez. Ils ont tous connu des doutes, commis des erreurs, accompli parfois des injustices, fait des vacheries ou du mal. On peut tout de même continuer de les admirer, de les estimer. La crainte de devenir terne, sans saveur, sans couleur. J'ai remarqué que cette réticence provenait souvent de personnes à haute estime de soi instables, qui préféraient considérer leur colère et leurs excès comme des preuves de personnalité, quitte à ce que leur entourage en pâtisse un peu ou beaucoup. En réalité, il me semble que ce sont deux problèmes différents. Le gain de sérénité apporté par l'acceptation de soi ne se fait pas aux dépens de sa personnalité. Il débarrasse juste la personne de certaines de ses émotions pathologiques. La crainte que cela rende tout le monde semblable. Sous-entendu, la crainte d'un univers formaté où chacun, grâce à l'acceptation de soi, serait paisible et serein. Ce genre de crainte semble bien plus théorique qu'autre chose. Elle nous projette, vu l'état psychologique actuel de la plupart d'entre nous, dans un futur très 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 lointain. La plupart de ces craintes sont théoriques et infondées en pratique. Elles dépendent des croyances implicites que notre famille ou notre société nous a inculquées. Être dur avec soi-même permet de progresser. Si c'est pour mal faire, autant ne pas faire. Il faut toujours viser la perfection. Ces croyances ne sont toxiques que parce que nous les appliquons sans recul et sans flexibilité. L'acceptation ne nous pousse pas à renoncer à des valeurs importantes pour nous, mais à ne pas en devenir l'esclave ou la victime. Précisons enfin aux inquiets que les psychothérapies ne modifient pas la personnalité de fond en comble, mais aident seulement à faire face différemment aux traits de personnalité et aux exigences internes excessives qui nous posent problème. C'est toute la différence entre psychothérapie librement consentie et endoctrinement sectaire. Le discernement dans l'acceptation de soi. Rappelons encore une fois l'évidence. L'acceptation de soi ne se fait pas à la place de, pas à la place de vivre, d'agir, de se réjouir, de ressentir des émotions, de râler, de sauter de joie. Elle vient en plus de tout cela. Sa maxime n'est pas accepter ou agir, mais accepter puis agir. En s'entraînant, comme nous venons de le voir, en prenant goût peu à peu à la qualité et à la lucidité de l'action lorsqu'elle suit l'acceptation. Ainsi, l'acceptation de soi ne pousse nullement à renoncer aux efforts de changement qui nous semblent nécessaires. Elle nous aide à les conduire dans le calme et la bienveillance envers soi. Comme ces efforts d'évolution personnelle durent toute notre vie, on comprend la nécessité de l'acceptation de soi pour vivre et se changer dans un climat intérieur paisible. C'est la seule possibilité de continuer de ressentir du plaisir à travailler sur soi sur la durée. La seule philosophie de vie possible dans le rapport à soi. La seule démarche qui permette au travail sur l'estime de soi de rester un plaisir et non une violence ou une contrainte.